On excusera facilement l'auteur si l'on considère surtout le temps, le lieu où il a écrit et la manière dont il a écrit, c'est-à-dire dans les flancs obscurs d'un navire, au milieu du tumulte et du fracas. D'ailleurs, son but n'était point de faire un ouvrage qui vit le grand jour, et la pièce ne mérite point cet honneur. Pour ce qui est de la fidélité dans l'exposition des faits, on peut être assuré de trouver ici d'autant plus d'exactitude que l'auteur a vu par lui-même une grande partie des choses qu'il raconte, et que ce qu'il n'a pas vu, il le tient des personnes de la meilleure foi, qui ont eu elles-mêmes la fatale expérience de ces affreuses misères. La plupart des événements qui sont tracés sont et resteront peut-être longtemps ignorés d'un grand nombre de personnes. Et c'est ici le commencement des horreurs dont nous voulons parler. Arme-toi, cher lecteur, de fermeté et de courage, c'est ici que ta sensibilité aura les plus rudes épreuves à soutenir. Ce qui se passe donc entre mai et juillet 1789, ou jusqu'à la prise de la Bastille, qui est considéré comme, pour nous maintenant en France, le début de la Révolution française, a été en définitive un mouvement non préparé, quoi qu'on dise, voulu par beaucoup de gens, y compris par le roi, qui voulait régénérer le pays. Et parmi ceux qui voulaient régénérer le pays, il y a un groupe qui était très important, c'était les prêtres. En octobre 1789, on va réquisitionner les biens du clergé, dans la mesure où on estime que ces biens appartiennent à la nation, puisque ce sont des biens par donation, et qu'il est légitime que l'Église, le clergé, participent à l'épuration de la dette. Dans la mesure où l'ensemble des ecclésiastiques va être fonctionnalisé, il n'y a pas le mot évidemment un anachronisme, eh bien il va falloir les considérer comme des salariés. On va créer quelque chose qui là se met d'un seul coup à vraiment poser problème, fin 1790, la fameuse constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, alors elle nous paraît évidemment tout à fait étonnante dans le cadre de notre époque, où nous ne voyons que par la séparation de l'Église et de l'État, où nous voyons que par la laïcité, mot qui n'est jamais employé à l'époque. On peut même dire que la constitution civile du clergé, c'est l'antithèse de la laïcité, puisque l'Église devient à part entière un rouage complet d'État.
Et là, il y a un problème qui se pose immédiatement. Et le problème s'aggrave dans la mesure où le pape ne réagira pas immédiatement. Pie VI va mettre à peu près 6 mois avant de réagir. Il réagit au printemps 1791 en condamnant la constitution civile du clergé. Et à partir de ce moment-là, les prêtres en France et les vicaires vont se retrouver dans une situation qui devient extrêmement difficile. Vont-ils prêter serment à la loi, au roi et à la nation et braver la condamnation du pape? On est dans ce moment où effectivement la prise de serment est devenue le fondement même de la nation. Au mois de mars 1793, on exigea des prêtres le serment civique au gouvernement républicain. Tous ceux qui le refusèrent furent incarcérés, et alors l'incarcération était un premier pas vers l'échafaud. La chasse s'organise. Les primes accordées aux dénonciateurs ont fait surgir de terre des nuées de mouchards, et les prisons des moindres villes sont pleines de pauvres hères dont le seul crime est de n'avoir pas quitté à temps le sol de la France ou d'avoir voulu y rester pour continuer à exercer. Le 26 août 1793, un nouveau décret est promulgué contre les assermentés. Ils devront, dans les 8 jours, sortir des limites de leur département et, dans la quinzaine, hors de France. Cette quinzaine passée, ceux qui ne seront pas soumis seront déportés en Guyane. La Guyane, effectivement, est une colonie française. Elle est beaucoup plus grande que la Guyane actuelle. Nous avons dû rétrocéder au XIXe siècle une très grande partie du territoire au Brésil. Mais c'est une colonie qui a très mauvaise réputation. Parce que sous le règne de Louis XV, cette terre de France a fait l'objet d'une tentative de peuplement. Et ça a été une catastrophe. 90% sont morts en quelques mois, des maladies tropicales. Et on dit, on va les envoyer là, puisque le climat est si rude que ça, ce serait une manière de s'en débarrasser. Mon frère se détachait de plus en plus des choses d'ici-bas. Il fit ses dispositions comme pour mourir, et se préparait avec une tranquillité admirable. Nous étions restés pendant 1 année dans l'attente que chaque jour serait celui de l'arrestation de mon frère. Cette situation était d'autant plus pénible qu'il était prévenu qu'il serait déporté. Il demeura pensif, et d'une voix ferme il me dit « Mon sacrifice est fait. » Il était 6 heures du matin quand se présenta à la porte une compagnie. Il descendit de suite et se présenta devant eux sans témoigner aucune peine. Il partit le jour de l'Ascension avec l'un de mes frères, beaucoup plus jeune que lui, qui était aussi prêtre. À partir de mai 1792, les premières mesures sont décidées contre les prêtres réfractaires pour limiter leur rôle dans les paroisses. Ça s'aggrave en novembre 1792 dans la mesure où on se met à ce moment-là à interdire aux prêtres réfractaires d'exercer un culte dans les paroisses. Et c'est à ce moment-là qu'on les considère comme suspects. Novembre 1793, il fut fait défense de dire des messes. Dans la même semaine, les églises furent pillées. Puis débuta la déportation des prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé. Les convois traversent la France pendant l'hiver et le début du printemps 1794, parcourant pour certains 800 km. Les escortes, gendarmes, dragons ou hussards, sont plus ou moins bienveillantes. Parmi nous, des hommes âgés et malades sont quelquefois enchaînés. Il arrive que les gardiens nous cèdent leurs chevaux, pendant la route, ou leur lit, à l'étape, ou même nous proposent de s'évader, ce que nous refuserons tous. L'accueil aux étapes est très variable selon les municipalités.
selon les sentiments religieux ou révolutionnaires de la population. Logé ici en prison, couché à même le sol, reçu là à l'auberge, souvent insulté ou aidé discrètement. Menacé de mort à plusieurs reprises, nous sommes ailleurs obligés d'assister à des mascarades anti-religieuses et même à Limoges, à l'exécution d'un des nôtres. Nous sommes systématiquement dépouillés de nos objets personnels, de notre argent et surtout de nos objets religieux. Il y a eu des migrations importantes qui ont touché des milliers de prêtres, 2 à 3 000. Ils font des étapes de 40-50 km par jour. Ils sont évidemment mal logés, mis dans des cellules, mal nourris. Et on sait parfaitement que dans toutes ces migrations, un certain nombre des plus malades ou des plus faibles meurent avant d'arriver à destination. Jusqu'à ma maison, tu te fièvre phrasie, toujours aussi bon. La route est longue jusqu'à ma maison, de Rochefort jusqu'à Saint-Simon. Chante, chante le gabarier, Anne ta feuille va se marier. Va gabar sur la Charente, tu nous ramènes enfin nos enfants. Je suis le père Guillaume Lépée, je suis prêtre du diocèse de Moulins. Et avec un groupe de prêtres de mon diocèse, nous avons fait le voyage en bus pour arriver à Port-des-Barques, afin d'arriver à marée basse sur la passe aux bœufs, qui permet de traverser pour arriver sur l'île Madame. Et donc sur cette île Madame, nous avons prié quelques instants, quelques minutes, devant ce qu'on appelle cette croix des galets. Nous avons déposé un galet, également fait mémoire en fait des prêtres enterrés sur cette île Madame. Lorsque j'étais enfant, je devais avoir à peu près 9-10 ans, et mon père tenait à ce que nous allions à l'île Madame. Il a voulu nous expliquer à chacun une histoire familiale qui est portée depuis plusieurs générations, de 2 prêtres de notre famille, Jean et Antoine Dubois, prêtres de l'Allier, qui sont morts là-bas, et qui fait que ça se passe de cousin en cousin, à chaque génération. Il y a un prêtre dans notre famille au sens large. Ça a été un poids, hein, le jour où j'ai senti cet appel, en me disant mais pourquoi moi, pas envie quoi, pas envie. J'ai l'impression d'être un peu happé entre guillemets ou un peu pas obligé mais presque, comme s'il fallait que je remplisse un devoir familial. Cette vocation qui a commencé un peu à germer le jour de cette visite de l'île Madame, j'ai mis près de 20 ans à me rendre compte qu'au fond j'en crevais d'envie en fait. Les autres personnes de ma famille, je pense, le ressentent plus comme un cadeau de savoir qu'on a ces 2 amis au ciel. Ça change un peu la vie, quoi. Ah, la langue du guerre expose les choses saintes.
entre ce qui est mis dans la loi, les opinions déjà très diverses et très opposées au sein des députés à la Convention. Et puis surtout enfin, la façon dont les lois, décrets sont interprétés localement, il y a véritablement des mondes extrêmement opposés. Ce fut la veille des cendres que nous mîmes pied-à-terre à Rochefort. On nous enferma sur le champ, à la Poudrière, l'ancien couvent des Capucins, avec une quinzaine de forçats ou galériens qui s'empressèrent aussitôt de fraterniser avec nous, et sur un vieux vaisseau, le bonhomme Richard, avec ses 3 ponts délabrés et sa quille vermoulue. Cette première nuit s'écoule sans feu, sans lumière, sans paille. Trois fois la semaine, les commissaires viennent faire leur inspection. On nous fit passer l'un après l'autre, chargés de tous nos effets, dans une salle voisine où siégeaient gravement de soi-disant magistrats, plus habiles certes à faire un coup de main qu'à manier la parole. Mais ce qui, plus qu'aucun mauvais traitement, nous perça le cœur, ce fut de nous voir enlever nos bréviaires et nos livres de piété. On retourne les poches, on palpe les doublures, on va jusqu'à couper les semelles et les talons des souliers. La visite finie, on nous abandonne quelques chemises, les plus en loques que l'on puisse trouver. Il nous faut debout déclarer âge, qualité, puis 10 mains nous fouillent et on nous précipite vers l'écoutille par l'échelle abrupte qui descend, 6 pieds en dessous, dans le trou noir qui va désormais être notre logis. Un général patriote, qui partant pour la Vendée, veut au passage voir les suspects, nous adresse ce discours. C'est vous qui êtes la cause de tous les malheurs de la France. Il faut avoir une vertu plus qu'humaine pour vous laisser vivre. Mais ne vous y trompez pas. Si nous éprouvons quelques échecs en Vendée, je viendrai à bord. Et je serai, moi-même, votre bourreau. Au niveau rochefortais, je dirais, il y a tout un ensemble de niveaux de lecture qui sont possibles. D'abord, Rochefort est une plateforme d'expansion coloniale depuis sa création. Donc s'il y a une ingénierie quelque part pour organiser le transport d'êtres humains pour aller coloniser une terre, que ce soit de manière forcée ou volontaire, ça peut se passer facilement depuis Rochefort. En tout cas, c'est ce qu'on imagine depuis le ministère à Paris. Il y a aussi effectivement le fait qu'on a affaire à une ville ouvrière, une ville de la marine, où l'entrée dans cette phase de la Révolution française qu'on appelle la terreur va être extrêmement rapide, extrêmement facile, parce que sur place, il va y avoir des acteurs qui vont s'approprier et qui vont s'emparer de ce qu'il convient de faire finalement pour plaire à la Convention nationale. Du bonhomme Richard, on fait partir les 80 soldats galeux soignés dans l'entrepont, qui nous est alors abandonné sans même qu'on prenne la peine de le désinfecter. Nous sommes du moins mieux là qu'au fond de la cale, car la lumière y pénètre par les sabords et l'air se renouvelle. Chacun y organise sa place. Les sacs, maintenant bien vides, servant de chaises et d'oreillers. Il y a là l'entassement dans l'obscurité de la cale. Pêle-mêle, on a jeté là jadis du bois, des cordages, des canons, des ancres. À chaque pas, on trébuche sur quelque chose, et il faut, jusqu'à 150, se caser dans ce débarras où les puces, les rats, la vermine fourmille. Le 11 avril 1794, un roulement de tambour se fit entendre, annonçant un grand branle-bas. L'heure était venue de nous embarquer. Il y eut parmi nous quelques instants de joie. Il faisait une belle journée de printemps, et alentour, le paysage, sous le soleil, laissait la Charente dérouler ses larges méandres à travers les prairies qui commençaient à verdoyer. Les remparts prenaient une teinte dorée. Le port montrait une animation gaie, avec son va-et-vient, sa forêt de mâts, le fourmillement des matelots, des ouvriers et des soldats. Le 14 avril, pour éviter toute perte de temps et délivrer Rochefort de la peste cléricale, on décide de nous faire descendre la Charente. Laissant en arrière le port et les remparts de la ville, le fleuve coule à travers l'étendue des prairies marécageuses. Puis baigne un moment une ligne de falaises caillouteuses, plantée de maigres buissons et coupée par places d'étroits vallons. Un peu plus loin, toujours au sud, Soubise apparaît sur son rocher.
une église à tour quadrangulaire. Au-delà, le fleuve remonte vers le nord, à travers la plaine, sans une ondulation. Où paraît, çà et là, la tache claire des hameaux, où pointent de loin en loin des ormes. Derrière les arbres, s'élargissant, la Charente coule maintenant vers l'ouest, effleurant à mer haute de ses flots tourbeux l'herbe des pâturages d'alentour et découvrant à mer basse des étendues de vases jaunâtres. Là, l'estuaire s'ouvre, port des barques. Au-delà, vers l'ouest, la côte se relève, forme une falaise rocheuse, puis s'abaisse en une pointe de sable que verdissent les joncs. Au fond, l'île Madame semble prolonger la terre. Un peu plus au nord, l'île d'Aix apparaît, accidentée, découpant ses hauts remparts. Derrière, enfin, fermant l'horizon, empêchant de voir l'océan, Oléron étend ses dunes plates, plantées de pins. Dans les derniers jours d'avril et les premiers de mai 1794, le transfert des prisonniers du bonhomme Richard sur les deux associés s'opère. Le lendemain matin, on arrive en rade. Et la vue de ce paysage arrache, malgré la tristesse, des cris d'admiration à ceux d'entre nous qui n'ont jamais vu la mer. Ainsi commença le martyre qui devait se prolonger plusieurs mois encore. Les Anglais tenant l'océan avec leur flotte, il fallut bien renoncer à l'espoir de sortir de l'estuaire de la Charente. Ce n'est pas en Guyane que nous consommerons notre sacrifice. Le blocus anglais au cours de la période révolutionnaire, il se comprend tout à fait dans le contexte finalement de la guerre à l'Angleterre qui est déclarée en avril 1793. Et très vite, finalement, cette nouvelle opposition France-Angleterre, qui est une opposition maritime, navale, va tourner à l'avantage de l'Angleterre. Les Anglais nous empêchent carrément, finalement, de naviguer à notre guise. La marine française a perdu une partie de sa technicité, de sa capacité à faire face, finalement. Et donc, il y a de grandes difficultés à continuer à faire du commerce avec les colonies, à les approvisionner, à les défendre. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, il y a un événement international finalement important, c'est l'abolition de l'esclavage, qui a lieu en début de février 1794 et qui va avoir un lien avec l'affaire des prêtres déportés, puisque ça va libérer des navires qui, au départ, auraient été normalement impliqués dans la traite négrière et qui vont se trouver finalement au chômage technique que la République va pouvoir noliser, affréter pour ses propres besoins. Le 22 mars, le citoyen Jean-Baptiste René Lally a été nommé au commandement du 3-mâts, les deux associés. D'un physique rigoureux, d'une allure brutale, terrible de regard et de gestes, ses gros sourcils sans cesse froncés, une face bestiale, ricanant parfois d'un sourire mauvais, sa bouche toujours prête à des invectives grossières, ce Lally est tout à fait le geôlier qui convient. Les prisonniers fraîchement embarqués, le capitaine Lally visite ses pensionnaires et donne connaissance de la consigne qu'ils devront désormais observer. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Unité et indivisibilité de la République. Tous ceux qui sont enfermés là doivent savoir que désormais, c'est moi le maître absolu. Le capitaine Lally, c'est quelqu'un qui a été choisi pour sa dureté. Printemps 94, on remplit les deux associés par fournées successives. Et à un moment donné, l'entrepont, qui est l'entrepont sur lequel on mettait les esclaves qu'on allait chercher en Afrique, et il est largement plein. Et Lally ne veut pas en prendre d'autres, et la capitainerie du port lui intime l'ordre d'en prendre encore d'autres, qui fait qu'il va arriver avec une population de déportés qui est 2 à 3 fois supérieure que ce que le navire transportait habituellement. Comme le nombre de déportés continue à affluer, on a ramené un nouveau navire qui est le Washington, qui aura pour capitaine Gibert et qui va accueillir les nouveaux arrivants. Le chanoine Antoine Roulac causait avec l'un des nôtres de notre triste situation. Ils ont tort de nous craindre. Nous sommes ici 400. Si nous voulions leur faire du mal, 100 hommes comme vous et moi suffiraient. 2 membres d'équipage ont entendu le propos
et court conter la chose. Les propos se sont déformés et ont pris une apparence d'insurrection. L'audience a lieu le lendemain matin. À la majorité, le jury condamne Roulac à être fusillé sur l'heure. On entraîne le jeune prêtre au pied du mât. On l'attache par les mains et les pieds. On ne lui voile même pas les yeux. Il reste calme, tranquille, sans une plainte, sans un cri, fixant parmi ses amis épouvantés un père qui lève vers lui la main et esquisse le geste de l'absolution. Un commandement retentit. Un feu crépite. Le corps s'affaisse. Et toute la pègre hurle, enthousiaste, Lally en tête. Le crépuscule tombe, le vent siffle comme pour accroître l'horreur de ce spectacle que les prêtres ont vu se dérouler sous leurs yeux horrifiés. On les fait passer devant le cadavre avant de redescendre dans leur cachot. Lally s'avance et affirme qu'il y a quantité de conspirateurs parmi les misérables prêtres, et que bientôt, il leur fera subir le même sort. Ceux qui sont restés enfermés ont entendu au-dessus de leur tête le va-et-vient de la troupe, le chargement de l'arme, l'angoisse s'est généralisée. Pendant ce temps, le citoyen Lally dresse sur le livre de bord, à la suite du jugement, l'acte de décès de la victime, qu'un convoi emmène à l'île d'Aix, où elle va dormir son dernier sommeil. La vie des pontons s'ouvre sur ce drame sanglant. Nous prîmes alors plusieurs résolutions importantes. Nous trouverons dans la captivité de nos corps la liberté de nos âmes. Nous ne montrerons aucun ressentiment contre ceux qui ont été les auteurs de nos peines. Nous nous condamnerons au silence le plus sévère et le plus absolu. Nous ne ferons ensemble, dès à présent, qu'un cœur et qu'une âme. Ce pardon, oui, reste mystérieux. Comment on fait pour pardonner à quelqu'un qui nous a martyrisés pendant près de 6 mois, 1 an, à vouloir nous tuer quand même. Donc ça reste assez mystérieux. Et pourquoi ils ont eu l'idée également d'écrire ces résolutions? Peut-être qu'ils ont aussi senti un peu une haine peut-être montée dans leur cœur, une haine légitime. Et se dire comment est-ce qu'on l'éteint cette haine, mis à part le silence, que faire d'autre? Peut-être la seule solution en ces moments-là. Rester silencieux et peut-être attendre que peu à peu le mauvais feu intérieur devienne braise et peu à peu s'éteigne complètement. Dès l'aube, la cloche sonne le réveil. Aussitôt, l'équipage hurle à tue-tête son répertoire de chants patriotiques, entremêlés de cris enthousiastes. À ce concert, nous reconnaissons que le jour est venu. Le matin, dans l'entrepont, alors qu'ils avaient passé toute la nuit dans l'entrepont, dans une chaleur épouvantable, au milieu des immondices, eh bien, ils faisaient ce qu'on appelait parfumer au brai. C'est-à-dire qu'ils amenaient dans l'entrepont un bassin dans lequel il y avait du goudron, et dans lequel on mettait un boulet de canon qui avait été chauffé au fer rouge. Le résultat était une vapeur de fumée de goudron épouvantable qui envahissait tout. On faisait ça pour désinfecter les entrepôts vides. Mais là, ils le faisaient avec les déportés en place. C'était épouvantable, c'était irrespirable, et petit à petit, il en mourait plusieurs chaque jour. Au début, nous essayons de garder un peu de propreté. Nous n'avons que de l'eau de mer, mais malgré l'irritation qu'elle cause à la peau, nous en usons de notre mieux pour faire notre toilette. Toilette des plus sommaires, car le savon nous manque. Dans cet entassement d'êtres humains, qui sont dans l'impossibilité de se soigner, les parasites trouvent un merveilleux terrain de culture. Punaises, poux, puces. La chasse en est quotidiennement la grande occupation. Des morsures telles qu'elles ensanglantent le corps. Dans les vêtements, c'est par plaques entières qu'on les découvre. Ils y forment de véritables couches grouillantes, mais on a beau les tuer par milliers, il en renaît autant. Il m'arrivait parfois de descendre auprès de cette foule de Lazare expirants pour confesser l'un, animer l'autre, faire la recommandation de l'âme à celui-ci, fermer les yeux à celui-là. Je remontais couvert de plus de poux qu'auparavant. Quelques femmes charitables de saintes, qui eurent le courage de lessiver notre linge, comparaient la vermine au riz qui s'amoncelle au fond du vase où on le lave avant de le faire crever.
De temps en temps, on faisait faire ce que l'on appelait le branle-bas du vaisseau. Quelques prisonniers, tour à tour désignés, doivent astiquer à fond le cachot quand il est vidé de ses occupants. Non seulement on exige qu'ils balayent le plancher, mais on leur en fait racler, gratter et regratter les planches à 4 pattes, le recommencer 20 fois, suivant le bon plaisir du geôlier qui les surveille. D'autres ont la charge de vider les lourds baquets remplis des excréments de la nuit, d'en jeter le contenu à la mer, de rincer les récipients, puis les remettre aux endroits réservés. Il n'y a aucun siège pour s'asseoir, pas le moindre banc. On ne peut même pas s'étendre à terre, ni marcher tant on est serré. Pas le moindre livre qui pût nous faire oublier nos peines et charmer nos ennuis. Quel supplice pour des hommes pour qui le besoin de nourrir leur esprit n'est guère moins impérieux que celui de boire et de manger. L'âme, qui n'ayant rien qui pût alimenter son activité et renouveler ses idées, était forcée de retomber douloureusement sur elle-même et sur tout ce qu'elle souffrait. Il était défendu d'articuler un mot latin et de prier sur le pont. Malgré l'interdiction, nous arrivâmes à conserver un petit bréviaire, un volume de mathématiques, de géographie et 2 ou 3 feuilles de papier. Le capitaine Gibert surprend un groupe de ses passagers en train de prier tout bas. Il entre aussitôt dans une terrible colère. Fanatique! Je crois que vous invoquez votre Jésus! C'est en vain que vous le priez! Il ne saurait vous retirer d'ici! Quelle atroce autant que savante combinaison pour faire entrer, en les plaçant en tous sens, le plus grand nombre d'hommes possible dans un espace donné, sans les faire étouffer. Nous y faisions l'apprentissage du tombeau. Lali, une lanterne d'une main, un sabre nu de l'autre, hurle, bouscule, exige qu'on se couche sur le côté pour prendre moins d'espace. Nous avons eu plus de 400 nègres à ce même bord et ils y étaient au large. Ceux d'entre vous qui périront feront place aux autres. S'il en meurt 20, nous en ferons venir 40. La souffrance, l'épreuve, aussi absurde soit-elle, aussi absurde soit-elle, une souffrance peut déboucher sur une espérance, peut déboucher sur quelque chose de grand et de beau. Et ça, on sent qu'ils en sont pétris. C'est-à-dire qu'à vue humaine, oui, clairement, il y a de fortes chances qu'ils soient déportés et qu'ils meurent. Leur sort est quasiment réglé, quoi. Mais on sent que ces hommes, en fait, sont déjà au-delà pour beaucoup. C'est-à-dire, la question, c'est à travers cette expérience-là, à travers cette épreuve-là, de quoi je vais pouvoir être le témoin. C'est toute la question du martyr, en fait. De quoi ma mort va pouvoir être le témoin. Qu'est-ce que ma mort va pouvoir dire au monde. Et donc, ils sont dans une sorte d'acceptation et ils cherchent à vivre la fidélité à l'Évangile, à la foi qui est vraiment la leur, jusqu'au bout, pour être des témoins de l'Évangile qui les a fait vivre jusque-là, quoi. Nous mangeons sans assiette, serrés les uns contre les autres, nous souillant de graisse mutuellement. À même les immondices, à l'endroit où l'épouillage se faisait quelques instants auparavant. J'ai vu un de mes confrères demander quelques morceaux de pain, reste méprisé de la table du capitaine, qu'on se disposait à donner au pourceau. Je pris sur moi de représenter au capitaine qu'il était révoltant pour l'humanité que l'on donnât du pain aux animaux, tandis que des hommes en manquaient. Ce pain nous appartient et nous le donnons au pourceau. C'est nous-mêmes qui en faisons l'usage, puisqu'un jour, nous mangerons la chair de ces animaux. Ce fut toute la réponse que j'en eus. On continua à donner du pain aux cochons du capitaine, et les prêtres déportés furent réduits à leur envier cette nourriture. Il arrive aussi que par dérision, au sortir d'un bon dîner, les officiers viennent plaisanter leurs prisonniers. Par-dessus la rambarde, certains soirs, ils leur jettent des morceaux de bréviaire confisqués, sans se douter de la joie donnée. Les capitaines de navires, c'était des négriers, hein, voilà. Alors, ce qui a dû profondément les changer en termes de pratique, c'est que sur un navire négrier, on met tout en œuvre pour conserver en bonne santé la cargaison humaine. En fait, je pense que ces responsables, ce sont les mêmes que dans toutes nos catastrophes humaines, quoi. C'est-à-dire que ce sont des
des pauvres gens qui se sont laissés embarquer à être des rouages d'une machinerie qui les a complètement dépassés. La solution politique a pesé sur les épaules et elle a consisté finalement à organiser la mort par épuisement d'un maximum de prisonniers parce que ça coûtait cher et parce qu'on n'avait pas de solution. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des hommes qui ont laissé la part la plus sale de leur humanité prendre le dessus. Nous ignorions tout ce qui s'était passé à Rochefort. Recherches, lettres multipliées, rien n'avait procuré de nouvelles. Quelquefois, nous nous flattions que dans des plages lointaines, mes frères goûtaient une sorte de tranquillité étrangère à la France. Je formais alors le projet d'aller porter du secours à mes frères. Chargé d'une infinité de recommandations pour les autorités établies à Rochefort, je partis à la mi-novembre. La journée entière fut employée à faire le chemin, tantôt à pied, tantôt embarqué. Il était presque nuit lorsque nous arrivâmes à Port des Barques. Après quoi, il se trouva un canot si petit pour nous transporter que l'officier en témoigna sa peine aux matelots. Nous arrivâmes à 6 heures à bord du Washington. Les prêtres déportés étaient renfermés suivant l'usage. Le capitaine commande que l'on appelle mes frères, que leur sœur a permission de les voir. Le chanoine d'Angoulême répond: Il est mort il y a 3 mois. C'était une grande âme. Le plus jeune est malade à bord de l'Indien. Je ne savais trop ce que je disais dans les premiers accents de ma douleur, en apprenant subitement la mort de mon frère. L'officier, mon conducteur, qui paraissait prendre part à la douleur que j'éprouvais, m'offrit sur le champ de me conduire dans ce vaisseau. J'acceptais avec un certain frémissement qui me faisait craindre de prendre la maladie qu'on m'avait dépeinte comme la peste. Le trajet fait, je trouvais mon jeune frère, malade, méconnaissable. Mon conducteur me parlait en particulier des moyens à prendre pour retirer mon jeune frère du vaisseau. Cela donna de l'ombrage au capitaine, qui lui défendit de me parler hors du lieu où tous s'assemblaient pour souper. J'étais du repas, en compagnie bien étrange. Ils buvaient de l'eau de vie, se réjouissaient à leur manière, parlaient contre les déportés. Des mouvements tumultueux s'élevaient dans mon âme, mais je me tus. Les discours de ces hommes me faisaient frémir. Citoyenne, vous vous plaignez à tort du sort de votre frère. Dieu avait fixé ses jours. Je pris alors la résolution d'employer tous les moyens possibles pour obtenir la liberté du reste des victimes. Après avoir passé 24 heures dans ces différents vaisseaux, je revins à Rochefort. Un jour, je lis un article sur la béatification des prêtres déportés et en lisant ça, je retrouve le nom de ma famille. Et là, ça a été un choc. En me disant, mais ça fait 40 ans que nous sommes ici, si près d'un lieu quand même qui a été important dans la famille, et je n'en savais rien. Chaque fois que nous allons dans l'île d'Aix, nous allons dans l'église et je vois ce nom sur cette plaque, Pierre Iriex de la Broue de la Borderie. J'ai cette pensée, oui, de me dire, il est là, en dessous. Donc c'est difficile à comprendre, mais en fait ça m'émeut beaucoup. En janvier 1794, le typhus avait fait son apparition. Bientôt, le navire n'est plus qu'un vaste hôpital où la mort frappe quotidiennement. Le typhus s'y complique de scorbut
de fièvre chaude, de gale, de plaies purulentes, et les victimes expirent sous le regard gouailleur de leurs gardiens. Comme l'épidémie s'étend, on crée les hôpitaux flottants. De ce nom ronflant, on baptise 2 chaloupes qui viennent s'ancrer auprès des pontons. Quoi de plus triste que d'aller souvent dans nos hôpitaux de mer, transporter d'une place à l'autre des hommes qui étaient plus qu'à demi-cadavres et secouer les innombrables insectes qui usurpaient le prochain héritage des vers. Là, les autorités sanitaires du port de Rochefort s'inquiètent. Ils envoient une expédition de médecins maritimes voir ce qui se passe et leur rapport est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. La situation sanitaire est épouvantable. Ils n'ont même pas pu pénétrer dans l'entrepont tellement c'était enfumé, tellement ça puait. Et c'est là qu'ils prennent la mesure d'un hôpital de Tende dans l'île Madame. On est fin juillet 1794. Depuis la fin août, les pontons sont évacués. Maintenant, l'île Madame recueille dans ses dunes les morts que le fléau continue d'abattre. Le 18 août, nous y furent amenés et le débarquement se continua les jours suivants. Il me sembla que je renaissais. Lorsqu'approchant du rivage, j'aperçus de la verdure, une haie, des arbres en petit nombre, épars çà et là. Il ne me manquait plus que de voir quelques êtres vivants qui animassent un peu ce séjour. Je cherchais de l'œil quelques oiseaux. J'en découvris plusieurs. C'était beaucoup. Je fus au comble de la joie. Comme à Aix, nous remplissons le pénible office de fossoyeurs. Après avoir de notre mieux adouci leurs derniers instants, nous portons les disparus au milieu de la dune, en bordure d'une haie, presque à la pointe orientale de l'île, face à la passe aux bœufs. À l'automne, lorsque viennent les grandes tempêtes, ça doit être fin septembre-octobre, là, il décide de la réembarquement sur les navires. Et là, alors à partir du moment où ils sont sur l'île Madame, les inhumations se font dans les plages de l'île Madame. Dans les sables de l'île Madame. Et là, il y en a encore plus que dans l'île d'Aix. Je crois que c'est 230 dans l'île d'Aix, environ 250 sur l'île Madame. Certains ont dû vraiment vivre une conversion aussi d'âme. On passe pas comme ça d'une petite vie de entre guillemets, d'une vie de paroisse dans son petit village avec un certain train-train à une vie de potentiel martyr sans que l'âme, au fond, ne vit pas une sorte de conversion complète. À un moment donné, on dit Seigneur, quoi qu'il arrive, je te fais confiance, même si là, où es-tu, quoi? Sans paille ni couverture, c'est du froid que nous souffrons. Il fallut essuyer les rigueurs d'un des plus cruels hivers qu'il y ait eu de mémoire d'homme. Et cela, sans jamais voir de feu, ni même de lumière. Leurs dents claquaient, ils tremblaient sous la brise froide, ils frissonnaient comme on frissonne en pleine Sibérie. Mais ils ne se plaignaient pas. J'avais défendu les murmures. Je faisais mon inspection, un à un, lentement, pas à pas, la main sur la poignée de mon sabre. Le lendemain, le canot emportait les morts dans l'île Madame, car il en mourrait toujours le lendemain. Ces hommes étaient rayés sur le livre de la République. On m'avait dit de les faire mourir sans bruit, dans le silence de l'océan. Je le faisais, moi, je les haïssais. Nous avons tous notre mission ici-bas. J'ai tué, je tuerai encore si les circonstances l'exigeaient. Je ne regrette rien. Sans aucune relation avec le reste des hommes, ignorant absolument ce qui se passait en Europe, nous ne savions ni si nos parents et nos amis vivaient encore, ni si la moitié de la France n'était pas ensevelie sous les ruines de l'autre moitié, ni même en quel mois, en quelle année nous étions. On s'est bien gardé de nous annoncer officiellement la chute de Robespierre et la fin de la terreur. Un sergent nous murmure. Soutenez-vous, vos affaires vont mieux que vous ne pensez. En fait, notre martyre touche à sa fin. Le 12 novembre 1794, Blutel, le représentant du peuple, est envoyé à Rochefort. Il estime que les prêtres occupent des navires nécessaires au transport des troupes et des munitions et juge qu'ils sont une charge très lourde pour la marine. Je crois qu'il faut vraiment accepter de comprendre, je dirais,
dans toute la diversité de cette période-là, dans toutes les contradictions de cette période-là, les contradictions qui ont traversé tous les groupes, qui ont traversé toute la période et qui ont traversé tous les courants. Et que si on veut essayer de comprendre la façon dont ça s'est passé, il est nécessaire d'intégrer ces contradictions, ces oppositions et ces luttes internes. Le 14 décembre, dans l'ancienne église des Capucins, où se tiennent toujours les séances, le citoyen Lally est accueilli par des huées à cette même société populaire. Gibert est en butte au même ostracisme. Ce qui change d'abord, c'est pas Lally, c'est la France. Il y a le 9 Thermidor. Le 9 Thermidor met fin au régime de la terreur, ce qu'on appelle. Robespierre est renversé, il est guillotiné rapidement. Il y avait une pression populaire pour arrêter la terreur de Robespierre qui était extrêmement forte, notamment à Paris et ailleurs. Gibert, en perspective d'une reddition de comptes possible, ramassa toutes sortes de vieilleries dont il avait rempli une quinzaine de malles et présenta ensuite une sorte d'inventaire. Ces mêmes hommes n'eurent pas honte de nous demander, lorsque nous fûmes près de leur échapper, des certificats de bonne conduite et d'humanité à notre égard. Et un grand nombre d'entre nous, ne considérant que la charité, inclinaient à le leur délivrer effectivement. Un des arguments pour se taire, c'est la paix. C'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose de tellement horrible qu'ils se disent si on en parle, ça va alimenter la révolution et ça n'aidera pas à la paix civile. Et eux veulent la paix. C'était au milieu du rude hiver de 1795 que je travaillais à délivrer les captifs que j'avais vus. Je ne cessais d'agir et j'obtins l'entière liberté de mes frères. Comme je sollicitais en même temps de tout mon pouvoir celle de leurs confrères, ils furent tous élargis. Je pris auprès de moi mon frère qui avait survécu. Les souffrances de sa longue détention avaient altéré son esprit, quoiqu'il ne déraisonnât pas. Il est resté près de moi jusqu'à son décès. Il me semble que dans mes souvenirs de séminaire, en grec, les mots pardon et libération, c'est le même mot. Et quand on pardonne, on se libère. Et on libère l'autre aussi, d'ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'ils ont peut-être vécu au fond. En pardonnant, ils se sont libérés eux-mêmes de toute une haine qui était très légitime. Et sans le savoir, ils ont libéré le capitaine Lally. Lally sera enfin relevé de ses fonctions le 16 avril 1795. Il mena dès lors une existence lamentable. On raconte que bien des années plus tard, sous la Restauration, un des survivants des deux associés passait un jour dans une rue de Saint-Martin quand il reconnut l'ex-capitaine Lally. Capitaine, me reconnais-tu? Oui, je vous reconnais. Eh bien, puisque tu me reconnais, apprends aujourd'hui comme un prêtre se venge. Et ce disant, le prêtre déposa en sa main 20 pièces d'or. Bonaparte, à partir du moment où il a signé le concordat, il y a une chape de silence qui tombe. Il faut se taire, il faut, comme on dit à l'époque, pour ne pas qu'il y ait eu de persécuteurs, il vaut mieux ne pas parler des persécutés. Je faisais un jour, sur les bords de la mer, une de mes promenades. J'étais dans l'île Madame. À peine arrivé sur cette terre, je vis à genoux un homme de la campagne. Il priait. Quand il eut fini, je le questionnais sur l'objet de sa prière. Vous ne savez donc pas que c'est ici que sont enterrés les saints ? Ces saints étaient les prêtres et les religieux déportés dans la rade de l'île d'Aix pendant les mauvais jours de la Révolution française, morts pour rendre témoignage de leur foi.